Bonsoir Gilbert Collard. J'ai lu votre livre, le dernier en date, Indéfendable mémoire. Oui. Je dois dire que j'ai été frappé par le ton qui a un peu changé par rapport à d'autres livres, un peu plus graves. Pourtant, vous nous reparlez d'affaires dont vous avez déjà parlé, mais qui, manifestement, avec le temps, prennent encore plus de gravité dans votre esprit. Alors moi, j'en ai retenu trois, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Puis, de toute façon, il faut acheter le livre. Il y a évidemment la tuerie d'Oriol, par exemple. C'est un épisode absolument extraordinaire. Il y a l'affaire Flactif, la tuerie du Grand Bornand, l'affaire des bébés échangés. Trois affaires que j'ai retenues, et j'ai retenu trois moments, trois personnes là-dedans. D'abord, l'affaire Laïd Moussa, cet Algérien auteur d'un meurtre au cours d'une bagarre, et qui sera ensuite assassiné par un commando vengeur et raciste. Oui. Moi, ce que j'ai retenu, je ne veux pas dévoiler, de toute façon, encore une fois, on peut lire le livre, c'est oui. Pierre Guyotat. Pierre Guyotat, c'est un personnage dont je n'avais pas beaucoup entendu parler et dont vous faites une vedette de l'affaire. Oui, mais parce que... alors, il faut quand même replacer l'affaire dans l'époque. Hein. On est dans les années 1974-75. Hein. Giscard veut renouer des liens avec l'Algérie. C'est donc pas d'aujourd'hui, hein, la question de renouer les liens. Et l'assassinat de Laïd Moussa intervient à ce moment-là. Je reçois un courrier sur lequel il y avait marqué « Mort aux avocats qui défendent les Arabes, mort aux Arabes, on te tuera et on tuera ton client ». Et le soir, on avait un dîner festif où on devait célébrer la libération de Laïd. Et à minuit et demi, alors que la fête battait son plein et que moi, je n'y étais pas pour cause de rage de dents, un individu cagoulé est entré, a tué Laïd et m'a cherché. Voilà. Comme je n'y étais pas, il ne m'a pas trouvé. J'ai été placé à ce moment-là sous protection policière et l'affaire a pris une ampleur extraordinaire sans que jamais du reste on sache quels étaient ou quel était l'assassin. Qu'est-ce que Pierre Guyotat vient faire là-dedans? Pierre Guyotat, j'étais comme vous. Quand il m'a téléphoné, je ne savais pas qui c'était. Et il a fallu que des amis de l'époque qui étaient à la fac de lettres me disent mais c'est le chantre de la modernité de l'écriture, c'est au-delà du nouveau roman, c'est l'écriture moderne, c'est l'écriture contemporaine, c'est l'écriture du 21e siècle. Et j'ai commencé à me documenter, je me suis rendu compte que Barthes, Foucault, Sartre, enfin j'en passe et j'en oublie, avaient célébré Pierre Guyotat, même Picasso l'avait lu et disait toute son admiration pour cet écrivain-là. C'est donc comme ça que j'ai fait la découverte de Pierre, qui est entré dans notre vie, hein, et mon épouse Anne-Marie a passé en tout bien, tout honneur, compte tenu de la prédilection de Pierre, des soirées entières avec lui, où il parlait de musique. Moi, il m'a beaucoup appris sur le plan de l'écriture. J'ai publié mon premier livre grâce à lui, et c'est un grand écrivain, mais qui est d'une telle difficulté de lecture qu'il n'est pas forcément connu du grand public. Bon, très bien. Il y avait même le magistrat instructeur qui tombait à genoux. Oui. C'est le procureur de... Oui, je raconte l'histoire du procureur de ce procureur de la République, cet avocat général, pardon, qu'on est allé voir pour obtenir un permis de visite, car Pierre s'était mis dans la tête non seulement d'être témoin de moralité, lui qui avait été condamné pour insubordination, appel à la rébellion, atteinte aux bonnes mœurs. Non seulement il s'était mis dans la tête d'aller témoigner, mais il voulait un permis de visite pour rendre visite à Laïd Moussa. Donc il fallait passer par un avocat général qui délivrait les permis. Et là, stupéfaction, il devait y avoir dans toute la France
un magistrat qui avait lu Pierre Guyotat et qui l'admirait, et on est tombé dessus. Alors là, ça a donné lieu à une scène incroyable. D'abord, il l'a appelé maître. J'ai cru qu'il était gâteux et qu'il se trompait, quoi, qu'il prenait Pierre Guyotat pour moi. Mais non, pas du tout. Il l'appelait maître par déférence littéraire, hein, par déférence littéraire. Et il lui a tout de suite dit, ah maître, j'ai lu vos livres, quel talent, Tombeau pour 500 000 soldats, Éden, Éden, quel magnifique livre, vraiment, cette écriture qui dépasse Flaubert dans les faubourgs d'Hamilcar, c'est plus rien à côté de ce que vous écrivez. Enfin bon, j'étais époustouflé de voir qu'on avait tiré à la loterie le seul magistrat qui connaissait Pierre Guyotat. Alors, est-ce qu'on peut enchaîner avec l'affaire Ranucci et dire que là aussi, il y a eu comme un peu un tirage de loterie. Alors, Ranucci, bon, vous en faites 100 pages, on peut en faire 10 000, tellement cette affaire est complexe, etc. Donc, je conseille à tout le monde de lire la façon dont vous la racontez à nouveau. Moi, j'ai encore appris des choses grâce à vous. Et il y a une chose qui m'a frappé, et ça m'avait échappé, c'est qu'en fait, vous êtes arrivé dans cette affaire, et ça qui a lancé votre carrière quand même. Oui, absolument. Grâce à un événement absolument incroyable, c'est Maître Polack qui était choisi pour défendre la famille de la victime, donc, oui. la partie civile, et qui va devoir se démettre. Oui, alors, vous savez, la différence entre moi, narrateur, et les historiens ou les journalistes qui ont écrit sur ces affaires, c'est que moi, j'ai vécu les affaires. J'étais à l'intérieur, c'est-à-dire que je suis un réceptacle d'émotions, de contradictions, de violences vécues. Donc, c'est presque une déposition, mon livre. Hein. Et oui, c'est anecdotique, mais c'est intéressant. Quand Patrick Henry est arrêté, Patrick Henry, c'est l'ignoble individu, si on l'a oublié, qui avait tué un petit garçon, hein, Philippe Bertrand. Voilà, Philippe Bertrand. Et à l'époque, à Troyes, aucun avocat ne voulait le défendre. Et la presse s'était emparée de cette difficulté et avait interviewé Émile Polack, qui était à l'époque l'image sonore de l'avocat. Et lui avait dit, si personne ne veut le défendre, je le défendrai. Et le père Rambla, en entendant son avocat se proposer pour défendre l'assassin d'un enfant, ne l'avait pas supporté. Et il avait décidé de changer d'avocat. Et le hasard a fait qu'il avait à côté de lui un de mes clients pour une petite affaire, hein, une broutille d'affaires de loyer, je crois. Client qui m'aimait bien, qui venait me voir de temps en temps pour discuter un coup, et qui, comme mon bureau était en face du bureau d'Émile Polack, n'a eu qu'à lui faire traverser la rue au père Rambla pour l'amener chez moi. Alors, on s'est toujours imaginé qu'il y avait eu des manigances incroyables, mais c'est le hasard hein, et la nécessité. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 26 ans, je crois, 26 ans, oui. Oui, et vraiment, ça a été votre première grosse affaire. Ah ben, vous vous rendez compte, à 26 ans, plaider une affaire de cette dimension dans laquelle la guillotine se dresse face à des avocats comme Paul Lombard, qui était, après Polack, le grand avocat français. Hein. Alors donc, justement, j'arrive à Maître Lombard, parce qu'il y a une chose aussi qui est assez extraordinaire que vous racontez dans votre livre, c'est le moment où Maître Lombard doit plaider pour son client, donc après le réquisitoire qui demande la peine de mort, il se lève et il ne se passe rien. Alors, c'est là où mon livre a valeur quand même de déposition. Moi, je crois qu'un vrai livre, c'est une déposition. Hein. C'est Gustave Thibon qui le disait, et je crois qu'il avait raison. Un vrai livre, c'est une déposition. Personne ne l'a jamais raconté, ce que je raconte là, comme beaucoup d'autres choses, du reste que je raconte, qui n'ont pas été racontées. Au moment de plaider, au moment où le président dit à Lombard, « Maître, vous avez la parole », Lombard n'a plus de parole, n'a plus de voix.
il ne peut plus parler. J'ai vécu, moi et d'autres, cette scène extraordinaire de voir un avocat dans une affaire d'assises où la peine de mort est réclamée, ne plus pouvoir parler, être comme un poisson dans un aquarium. C'est une scène effrayante. Et moi, toute ma vie, toute ma carrière, je n'ai eu qu'une peur, c'est que ça m'arrive. Parce que c'est un phénomène qui n'est pas physique, qui est psychologique. C'est l'effet de la pression, c'est l'effet de l'émotion, c'est l'effet de la fatigue, c'est l'effet de la trouille, quoi. Bon, et cela peut arriver à tout le monde, hein. Et il a fallu que le président ordonne une suspension d'audience, qu'on aille chercher du sirop Euphon, je me le rappelle, qu'on donne du sirop à la diva pour qu'enfin Paul Lombard retrouve sa voix. C'est une scène extraordinaire, quoi, je veux dire, et jamais personne ne l'a raconté, ça. Ça a été passé toujours sous silence, et pourtant c'est un moment dramatique du procès, parce que Ben oui, bien sûr. vous comprenez, l'aura de l'avocat disparaît à ce moment-là. Quand un avocat perd sa voix pendant quelques minutes, c'est une déchéance. Voilà, c'est dramatique. C'est pas la faute de Paul Lombard, mais c'est dramatique. Il y a une autre chose dans cette affaire, dans ce procès Ranucci qui m'a frappé aussi. Peut-être que je l'avais déjà entendu, mais en tout cas c'est raconté par vous. C'est la fausse dépêche de l'AFP reprise par Radio Monte Carlo qui annonce à tout le monde et donc à la mère de Ranucci que son enfant a été gracié, alors que ça n'est pas le cas, alors qu'on est en train de faire la fête au cabinet des avocats de la défense, et en fait c'est une fausse dépêche. Oui, dans le livre, je parle de la malédiction du pull-over rouge, parce que Ranucci, et sans le vouloir, dans toute l'ampleur de sa médiocrité, un personnage de la fatalité grecque, antique. Il a eu sur les épaules la conjonction de tous les malheurs, Et l'un d'entre eux fut cette dépêche qui a annoncé effectivement qu'il était gracié. Les gardiens de prison sont allés le lui dire, et en réalité, c'était une erreur du permanencier, hein, qui avait rédigé 2 dépêches, comme ils le font souvent, l'une pour la grâce, l'autre pour la condamnation, et il s'est trompé en expédiant les dépêches. Tout simplement, voilà, c'était l'été, il devait être fatigué, ou il avait bu un peu trop de pastis, je n'en sais rien, mais l'AFP a fait un mal horrible, quoi. Horrible, horrible. C'est pour ça qu'elle est malvenue parfois de donner entre nous des leçons, hein. Oui, y compris les journaux qui reprennent ça, parce que je pense à une autre fausse nouvelle annoncée par l'AFP d'ailleurs, et reprise par Le Monde, c'est il y a maintenant plus de 20 ans, l'annonce de la mort de Monica Vitti, l'actrice italienne, qui est morte réellement 20 ans après. Voilà, et ce sont toujours les gens qui donnent le plus de leçons, qui plongent dans de telles erreurs. Bien sûr. On va terminer avec le chapitre Ossarès. Là, bon, on connaît à peu près l'histoire, hein, ce général qui publie à un moment donné un livre qui s'appelle Services spéciaux, dans lequel il raconte qu'en Algérie, il a été amené à torturer. Alors personne ne lui demande rien, il aurait pu garder ça pour lui, il aurait fini sa vie tranquille, et ça va déclencher un esclandre, comme on aime bien en faire ensemble en France à l'occasion. Et vous, du coup, comme il est attaqué, qu'il doit se défendre, il vient vous prendre comme avocat. Et moi, ce qui m'a intéressé, au-delà de l'histoire, encore une fois, de lire dans votre livre, c'est cette rencontre entre 2 hommes. On sent qu'il s'est passé vraiment quelque chose. Ah, moi, je renvoie au livre parce que le temps dont nous disposons n'est pas suffisant pour expliquer Ossarès. C'est un personnage de roman, il est légendaire. Alors bien sûr, on l'a accablé d'infamie parce qu'il a reconnu avoir pratiqué la torture
qui, je le rappelle quand même, s'est répandu lorsque le gouvernement de Guy Mollet a voté, avec l'accord des communistes, les pleins pouvoirs à l'armée. Il faut quand même le rappeler aussi. Bon, il était un exécutant. Et dans le livre, je raconte les longs entretiens que j'ai eus avec lui, qui ont duré des heures et des heures et des heures. Et ça montre à quel point porter des jugements historiques, quand on ne connaît pas l'intériorité des hommes et l'intériorité des événements, c'est pas très intelligent. Je suis contre la torture. Je l'ai toujours dit parce que je considère qu'elle est le meilleur agent de recrutement de l'adversaire. Hein. Mais dans le contexte tel que le raconte Aussaresses, ça mérite quand même de se donner le temps d'une réflexion métaphysique. Bien, merci. Mais pour le reste, donc, il faut lire votre livre. Encore une fois, on apprend énormément de choses et surtout, on apprend à réfléchir un peu plus sur des domaines comme la torture, vous venez de le dire, mais la peine de mort aussi. Même si la peine de mort n'existe plus dans notre pays, je veux dire, ça fait frémir hein, quand on repart en arrière comme ça. Voilà, merci. Et puis, merci à vous. à très vite. Merci bien. Au revoir.